Salut à tous! Salut! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos pépites et quelle meilleure occasion que cette fin février, début mars pour en faire puisqu'il n'y a eu que des films vraiment de malades, des films qui nous ont plu, on en a retenu 4. C'est peu dire. On n'est pas d'accord sur tous, mais on a nos petits coups de cœur, certains partagés, certains pas, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je te laisse commencer, là elle est en extase depuis des semaines, elle me fatigue. Ouais, c'était la révélation de ces Oscars, c'est Call Me By Your Name. Alors il a eu 4 nominations aux Oscars, meilleur film, meilleur BO, meilleur acteur avec Timothée Chalamet qui était un petit peu aussi la révélation de ces Oscars. Ils ont remporté finalement une statuette pour le meilleur scénario adapté, James Ivory, et c'était une adaptation du roman américain d'André Aciman. Alors figure-toi que c'est un projet qui a bien failli ne jamais voir le jour. En fait, tout a commencé en 2009. Non mais m'en parle pas. Tout a commencé en 2009. Guadagnino est appelé en fait pour être co-scénariste sur le projet. C'est James Ivory au départ qui devait le réaliser. Donc qui devait être un projet avec un financement assez important. Et en fait, ça s'est étalé sur 7 années de travail, donc co-scénarisé par James Ivory et Luca Guadagnino. Et puis finalement, ils ont tout laissé tomber. Le projet coûtait trop cher, ils n'étaient pas sûrs que ça marcherait. Et en fait, c'est après le succès de Bigger Splash qu'on a rappelé Guadagnino et qu'on lui a dit « Écoute, c'est toi qui réalises, let's go ». Et donc c'est un film qui a été filmé en Ivory est au scénar du coup. Oui, Ivory a fait le scénario adapté, ouais. Il a eu l'Oscar d'ailleurs. Et il a eu l'Oscar d'ailleurs, mérité. Et Guadagnino a fait la réal et il l'a tourné en un été, en 2016. Call Me By Your Name, c'est vraiment un film d'été qui se passe en Italie en 1983. En fait, c'est l'histoire d'une passion amoureuse qui éclose sous nos yeux entre un jeune adolescent très frêle, joué par Timothée Chalamet, qui est une véritable révélation, une bombe atomique prête à exploser. Donc ce jeune adolescent de 17 ans et un étudiant américain plutôt canon aussi, joué par Amy Hammer, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans J. Edgar Hoover ou encore... il avait joué quand même dans des films vraiment de merde. Lone Ranger, il a le premier rôle dans Lone Ranger, qui est vraiment un film qu'il faut absolument oublier. Dans ce film, il est juste génial. Il joue justement un étudiant américain assez stéréotypé, avec une plastique parfaite, en plus très érudit. Mais le duo marche extrêmement bien. Et donc on assiste à cette naissance d'un amour et d'une passion d'été, une passion assez fulgurante puisque comme toute passion d'été, elle se finit à la fin de l'été, mais c'est absolument magique. C'est un film aussi qui dresse en quelque sorte le tableau d'un idéal, c'est un peu une utopie. Ouais, on est dans un îlot verdoyant comme ça, perdu dans la nature, une maison sublime, avec une famille, avec des gens qui sont tous très beaux, très érudits. Tolérant, exactement. Donc il y a une espèce d'utopie aussi autour de cette famille qui s'est réfugiée un peu en autarcie comme ça, dans cette maison pour un été. C'est vrai, c'est un beau film, Moi j'ai trouvé ça longuet en vrai pour être un peu... C'est un cinéma comme tu as dit, du désir, de la rêverie, un peu contemplatif. Effectivement, on a envie d'être en vacances avec eux. Effectivement, c'est la vie rêvée, c'est l'idéal. Ça dure 2h20 je crois et pour moi il y a 20 bonnes minutes de trop. La fin est hyper bien réussie. La fin est magique. La fin est vraiment belle, émouvante et tout, mais il y a des creux. Il y a à mon avis des moments qui sont trop contemplatifs ou alors qui laissent le spectateur un peu trop loin parce que c'est un bel enrobage, mais ça sonne un peu creux pendant quelques minutes, je trouve. Justement, c'est toute la force de ce film, c'est justement d'avoir pris le temps, ce qui n'est quand même une chose assez rare dans le cinéma, surtout aujourd'hui, et surtout à Hollywood et aux Oscars, où quand même on a toujours envie d'avoir un rythme assez saccadé, assez impulsif. Ici, justement, on prend le temps de cet été qui est très nonchalant, parce que l'été, tu flânes justement, et donc ils ont respecté aussi ce rythme estival, et c'est ça aussi qui marche, c'est qu'un amour, ça n'est pas comme ça d'un coup, cette passion, elle se fait sur la durée, et justement ce temps qu'ils ont pris, justement, pour réaliser et pour aussi laisser aller le film. Je trouve que c'est ce qui fait sa force. D'ailleurs, il y a énormément d'inspiration dans ce film. Bon, il y a bien évidemment les films italiens. Alors, on pense à Rossellini, on pense à Bertolucci, qui est d'ailleurs le maître de Guadagnino. Il a beaucoup étudié Bertolucci. Il y a aussi énormément de nouvelles vagues. Notamment, il y a un leitmotiv dans ce film à travers des statues grecques. Alors, les statues grecques, ça vous fait tout de suite penser au Mépris et à Godard. Donc, il y a tout un travail aussi sur la nouvelle vague française. Il y a aussi un peu de littérature là-dedans, je sais pas ce que... c'est des il y a gens... un peu de Proust. Oui. Il le dit à un moment d'ailleurs, on a perdu tellement de temps, c'est un peu à la recherche du temps perdu. C'est aussi chiant Proust, parfois. Je comprends rien. C'est très long, c'est un film. Enfin, moi, je suis plus dans des films, de l'engagement, de l'action ou du mouvement.
Là, le cas. J'aime bien le contemplatif, j'aime bien ce côté, le désir qui naît, qui s'embrase et puis qui retombe ou des choses comme ça. C'est assez beau, tu peux pas dire que c'est pas un beau film. Mais j'ai passé 20 bonnes minutes parfois à me faire chier. À t'ennuyer, ok. Donc forcément, le film dont je vous parlais il y a quelques minutes et qui pour moi aura un impact plus fort, ou en tout cas restera un peu plus dans les annales du cinéma, c'est The Shape of Water. On sait que The Shape of Water a été quand même le grand gagnant de ces Oscars. Ça, clairement. Puisque le doublé meilleur film, meilleur réalisateur est quand même assez rare et que c'est une consécration pour le travail génial qu'abat Guillermo del Toro depuis des années. Complètement. Donc c'est un film qui est un peu inclassable, c'est ça qui est bien aussi. C'est un film fantastique, comme souvent avec Guillermo del Toro, c'est un film de monstre. C'est un film qui, au départ, peut paraître un peu effrayant, puisque forcément ça traite de monstres. On sait que Guillermo del Toro aime cet univers du freak, de l'horreur parfois même. Sauf que là, c'est avant tout, il a choisi, un peu comme Call Me By Your Name, de faire un film d'amour. Alors un film d'amour transgressif en tout cas, ou d'amour peut-être interdit, d'amour qui ne saute pas aux yeux comme ça. Il y a certains gens qui évoquaient même un queer film, parce que ça évoque ce côté, je ne sais pas s'il y a pensé vraiment, mais c'est la possibilité d'aimer quelqu'un de différent ou de pareil, c'est un peu la question. Mais Guillermo del Toro semble avoir un peu franchi un cap. On connaît Guillermo del Toro pour des films beaucoup plus, comment dire, monstrueux, peut-être plus simples même au niveau du scénario. Je pense à Hellboy, je pense à Blade. Il y a le Labyrinthe de Pan qui fait figure d'exception, mais c'est ça le Labyrinthe de Pan, je suis désolé, ça restera dans les annales, c'est un film incroyable. C'est placer un conte et l'ancrer dans une réalité qui est l'Espagne franquiste, rajouter des monstres, etc. C'est exactement ce que fait en fait Guillermo del Toro ici, mais de manière plus mature. On est dans les États-Unis des années 60, je crois qu'on est en 62, donc en pleine guerre froide. Et Elisa, interprétée par Sally Hawkins, qui est une actrice incroyable qu'on avait déjà vue au top dans le dernier Woody Allen qui était bien à ce jour, qui était Blue Jasmine avec Cate Blanchett. Donc voilà, Elisa, jouée par Sally Hawkins, est une femme de ménage muette dans un complexe un peu scientifique militaire de l'armée américaine et qui héberge un monstre aquatique qu'on appelle l'Atu, The Asset en anglais, et que les scientifiques, et notamment le colonel joué par Michael Shannon, ils veulent vraiment l'étudier, ils veulent comprendre comment ça marche. Ça peut être une arme déterminante dans la guerre froide contre la Russie. Donc très vite, forcément, le diabolique Michael Shannon pense à une stratégie la plus simple possible, qui est d'éventrer le truc et de le disséquer et de comprendre vraiment comment ça marche à l'intérieur. Sauf que Sally, à force de faire le ménage dans cette salle, de côtoyer un peu ce monstre marin mystérieux, va vraiment s'éprendre du monstre. Au passage, un des monstres les mieux faits en termes de costumes et de design que j'ai vu depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs un clin d'œil avec, je crois que c'est un très vieux film qui s'appelle L'étrange monstre du lac Noir, un truc comme ça. C'est exactement le même monstre, mais remis au goût du jour. Donc voilà, elle s'éprend de ce monstre et décide de le sauver. Avec bien sûr à ses côtés tout un tas de personnages secondaires qui eux aussi ont chacun leur petit handicap ou leur petit truc qui les rend différents. Elle est muette, sa pote qui est jouée par Octavia Spencer est noire, ce qui est dans les années 60 est quand même quelque chose de complexe. Et son ami qui est incroyable, qui est une sorte d'artiste un peu déchu parce que homosexuel. Donc voilà, cette fine équipe va contre toute attente aller contre les stratégies de l'État américain et donc contre les volontés de Michael Shannon. Au passage, il y a un acteur en commun entre Call Me By Your Name et The Shape of Water, et il est d'ailleurs dans Pentagon Papers aussi, je crois, il est partout le mec. C'est Michael Stuhlbarg, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est celui qui joue le père dans Call Me By Your Name, il est exceptionnel, et là il joue le scientifique russe qui a un peu le cœur sur la main et qui se fait un peu avoir dans The Shape of Water. Mais celui que je voulais vraiment souligner en tant que personnage secondaire et qui pour moi est énorme, c'est Richard Jenkins, qui joue le peintre, ce peintre homosexuel qui a du mal à trouver sa place dans la société et qui en même temps est un personnage très drôle. Enfin, notamment ces scènes où ils sont sur le canapé en train de mater la télé génial. Et tout. Et où ils font leur petit truc de il y a plein de clins d'œil au cinéma. C'est aussi ça, le film de Guillermo del Toro. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Et notamment, il y a énormément de mise en abîme dans ce film. On voit beaucoup de films justement d'époque, notamment des années 60, qui passent à la télévision. Et c'est aussi ça, le cinéma de Guillermo del Toro. C'est un cinéma de référence. Et c'est surtout un cinéphile immense. C'est quelqu'un qui aime le cinéma. Et c'est aussi une forme de déclaration d'amour au cinéma, ce film. Et pour ça j'ai énormément aimé. Clairement, c'est là où je trouve que Guillermo del Toro a pris de la maturité.
Bonjour, bien sûr, il a cette allure un peu de nounours, un peu geek, Oui, il est touchant. un peu bedonnant, mais qui, un peu à la manière de Tarantino, c'est une bible sur le ciné. Mais là, il a essayé de conjuguer en même temps une mise en abîme et un amour du cinéma, et en même temps d'essayer de faire passer des petits messages. C'est quand même un film sur l'autre, sur l'altérité. Oui, c'est un film sur l'outsider en fait. C'est une apologie de l'outsider, c'est une apologie de l'autre, du différent. Et en même temps, c'est sa force, c'est ce que tu disais, c'est que celui qu'on montre du doigt finalement dans d'autres films ou bien dans la société n'est pas ici montré du doigt. Au contraire, l'anti-héros devient le héros et il le rend extrêmement beau. Et alors, c'était quand même pas évident de dresser une histoire d'amour entre cette femme muette et en même temps cette espèce de monstre marin complètement chelou qui sort de l'eau comme ça. Et pourtant, ça rend des scènes d'amour absolument incroyables. Un peu comme Call Me By Your Name, il y a un putain d'érotisme dans ce film. Quand même, au bout de 3 minutes de film... Moi, ça m'a pas fait la même chose. Oui, non, mais on est d'accord, mais au bout de 3 minutes de film, on a quand même une scène de masturbation de Sally Hawkins. Oui, on a des scènes de cul, de vrai cul, entre Sally Hawkins et le monstre. On nous explique même pourquoi, comment ils font, comment ça marche. C'est quand même dingue, quoi. Et du coup... Pour en revenir à ce que tu disais, le monstre n'est pas forcément celui qu'on croit. Ici, c'est pas ce monstre-là, c'est vraiment Michael Shannon qui... J'adore cet acteur, je suis fan. Qui joue un mec, mais il s'est fait mordre par la bête, il a les doigts qui pourrissent, il est ensanglanté partout, il est complètement fou. Enfin voilà, c'est un film sur l'amour, sur le désir, sur l'autre, sur l'érotisme. Et c'est pour moi le film de la maturité pour Guillermo del Toro. Tu allies à ça un univers. Il n'a pas son pareil pour créer des univers quand même, des univers un peu différents. Il ancre à chaque fois ce côté conte dans un truc bien précis. Là, c'est la guerre froide. Avant, c'était l'espagnol franquiste. Il est vraiment fort pour créer un univers. Et ce qui contribue aussi à cet univers, et il a eu l'Oscar lui aussi, c'est la musique d'Alexandre Desplat qui est juste complètement envoûtante, qui nous prend aux tripes. Et c'est vraiment, je pense, une des meilleures chansons de BO d'Alexandre Desplat. Et il mérite amplement son Oscar. Donc rien que pour ça, Guillermo del Toro, c'est un succès qui est mérité et un film qui signe l'aboutissement d'une carrière qui est quand même important dans le cinéma et un peu en marge. J'aime bien les profils comme ça. Et il a choisi de prendre ce regard un peu enfantin. Il y en a peut-être un peu marre, moi en tout cas j'en ai un peu marre, de voir le côté sombre, le côté dépressif du monde, machin. Par exemple, c'est un film extrêmement sombre. Oui, mais il est sombre dans l'image, mais dans son propos, je le trouve pas si sombre que ça. Oui, bien sûr. Et on est dans une mode, on en a parlé 1000 fois. On en a parlé 1000 fois. On est dans une mode de la dystopie, tu sais, du truc, le futur va être atroce. L'humanité, court à sa perte. Et je trouve que Guillermo del Toro parfois arrive à réenchanter un peu ça, et c'est très cool. Un autre film qui a marqué les Oscars cette année et qui était d'ailleurs une espèce de surprise dans tout ce palmarès des Oscars, qui sont quand même souvent des gros blockbusters, ou en tout cas cette année des films d'auteur, mais avec toujours quand même pas mal de budget, ou en tout cas des noms comme James Ivory ou autres qui sont des pontes un peu du cinéma. Là, on avait une petite nouvelle, Greta Gerwig. Alors Greta Gerwig, elle a fait Lady Bird cette année. Lady Bird, c'était le film indé de ses Oscars, avec un budget quand même à 10 millions de dollars. Je crois que d'ailleurs, Shape of Water, c'était pas beaucoup plus. C'est un truc de fou, j'ai oublié d'en parler, mais 19,5, merci de me laisser cette occasion. 19,5, je crois que c'est 19,5 millions de dollars. Pour info, un film comme La Suite des Ch'tis, là je sais même plus le titre et je m'en fous, c'est 30 millions. Donc ça veut dire que Danny Boone, il a mis 30 millions pour faire sa merde. Et Guillermo del Toro nous fait un chef-d'œuvre pour 19,5 millions. Ça me rassure sur ce qu'est en train de devenir le cinéma. Ouais, alors Greta Gerwig, elle, c'était 10 millions pour un film quand même assez indé, hein, un film un petit peu en marge aussi, mais qui fait quand même partie de cet indé bien établi à Hollywood. Hein. C'est quand même la meuf de Noah Baumbach, qui avait fait notamment Francesa, dans lequel elle avait le rôle principal, parce qu'avant tout, Greta Gerwig, c'était une actrice, et une actrice excellente. Donc elle a joué notamment dans Francesa, je crois qu'elle a joué aussi dans un film de Woody Allen. To Rome with Love. To Rome with Love, exactement. C'est un film incroyable, mais elle était assez forte. C'est une bonne actrice et c'est aussi une scénariste. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt plus. Je crois qu'elle est scénariste de Francesa d'ailleurs. Oui, elle était aussi co-scénariste de Francesa. Et donc cette année, elle a fait Lady Bird. Lady Bird, alors c'est l'histoire d'une jeune fille de Lady Bird, du coup, qui se surnomme elle-même Lady Bird, qui s'appelle Christine et qui vit à Sacramento en Californie. Alors contrairement à ce qu'on pense, Sacramento en Californie, c'est pas le grand kiff. Hein. C'est un peu l'Amérique. Comment dire, pour y être allé, c'est la capitale, la vraie capitale de la Californie, mais c'est une ville qui est un peu marquée par, qui joue un peu sur le cliché. C'était vraiment la ville des cow-boys et de la ruée vers l'or, etc. Donc c'est là où il y a d'un côté une sorte de musée vivant recréé un peu cow-boy, et de l'autre c'est que des bâtiments administratifs. Donc c'est vraiment la ville chiante et américaine par excellence. C'est d'ailleurs de là d'où vient
Greta Gerwig, c'est sa ville d'enfance. Ouais, c'est un film qui est assez autobiographique finalement, même si elle a voulu vraiment s'en détacher en disant que ce n'était pas son personnage à elle qui était là. Mais finalement, tu vois ce film et en fait, tu vois énormément de Greta Gerwig là-dedans. Donc c'est l'histoire de cette adolescente qui vit ses premiers émois, vit cette année de lycée, une année comme toute un peu compliquée. Hein, c'est l'âge où tout est chiant, ses parents, les notes, les cours, les mecs. Enfin, c'est l'histoire aussi des premières fois. Encore une fois, on revient comme dans Call Me By Your Name. On est dans ce cinéma justement d'apprentissage, ce cinéma des premières fois. C'est aussi un tableau assez touchant et extrêmement juste, je pense, de la jeunesse américaine, notamment. Et c'est pour ça qu'aussi il a autant marqué, je pense, les Américains. Ça cartonne au box-office, ça a fait des millions. Puis on l'avait dit dans je ne sais plus quelle vidéo, mais meilleure note all-time de Rotten Tomatoes. Truc qu'on ne s'explique pas encore, mais je crois qu'il a plus 100 par contre. Pour avoir regardé, il doit être à 99,8 ou un truc comme ça. Mais c'est un film qui est quand même acclamé, quoi. Alors on reste quand même dans du film indé, hein. D'ailleurs ça a été produit par A24 qui avait notamment produit Florida Project qui était aussi un méga gros coup de cœur de l'année dernière. Il faut absolument d'ailleurs regarder ce film et puis notre pépite si vous voulez aussi, par comme la ça même vous occasion. pourrez bien connaître le film en amont. C'est aussi une énorme, claque, notamment visuelle. Alors Lady Bird, moi j'ai été moins touchée par la DA. La DA est géniale, mais elle est quand même moins poussée, elle est moins travaillée par exemple qu'un Call Me By Your Name, forcément un Shape of Water qui encore est dans un autre univers. Mais il y a un vrai travail quand même sur l'image, il y a surtout un vrai travail sur les personnages, c'est très bien écrit, le casting a été remarquablement fait. Timothée Chalamet est juste génial aussi dans son rôle et les acteurs aussi secondaires sont super. Donc vraiment c'est une fresque finalement de cette jeunesse américaine qui est plutôt très touchante et très juste et qui marche extrêmement bien. Bon, et puis à l'heure du girl power, ça fait quand même aussi du bien depuis Catherine Bigelow notamment en 2010 d'avoir encore une nomination pour une femme en tête justement des Oscars. Même si elle n'a pas eu de récompense, objectivement, c'était quand même grandement mérité. Elle n'avait pas été nommée au Golden Globe d'ailleurs, ça avait fait un peu polémique, elle n'était pas dans les réalisatrices. Ah non, mais elle avait son film avait, son film avait été nommé dans plusieurs catégories, mais pas en réalisatrice, il n'y avait aucune femme. D'accord. Donc c'est bien que l'Académie des Oscars ait réparé l'erreur des Golden Globes. Et oui, après Bigelow, c'était un peu un doublé surprise quand même, parce qu'elle a eu la même année meilleur film et meilleur réalisatrice pour Des mineurs. Donc c'est bien qu'il y ait encore des nommées féminines et des gagnantes. Et puis la dernière pépite dont on voulait parler, dont je voulais parler surtout parce que c'est pour moi la plus grande surprise de ces dernières semaines et des Oscars aussi, encore plus que Lady Bird parce que ça on ne l'avait pas vraiment vu venir, c'est le film I, Tonya de Craig Gillespie qui réinvente complètement le genre du biopic avec un engagement et une manière de faire très très différente, des trucs beaucoup plus classiques à la, je sais pas, Lincoln par exemple, le Lincoln avec Daniel Day-Lewis, là c'est le classicisme, le truc carré formé pour les Oscars, là on était dans un truc bien différent et ça connaît un succès retentissant aux États-Unis et en France ça commence vraiment à charmer et ça a charmé les critiques. Donc c'est un biopic qui est focalisé sur non pas une vie entière, mais un épisode de la vie d'une femme qui a marqué l'histoire américaine. On est en janvier 1994. Tonya Harding est une patineuse sur glace américaine, un espoir, une étoile montante. Et elle est notamment la première à avoir réalisé un triple axel, ce qui n'est pas rien. Et elle se prépare à aller aux Jeux Olympiques de Lillehammer, je crois, en Norvège. Enfin bref, très très précis là ce pitch. Et elle est embringuée dans une histoire, dans un fait divers, puisqu'elle est accusée d'avoir tout simplement commandité avec son mari un pétage de rotule en règle de Nancy Kerrigan, qui est un peu sa rivale aux États-Unis. Et donc cette femme s'est fait agresser chez elle et qui en accuse Tonya Harding. À partir de là, c'est le déchaînement dans les médias américains, dans la société américaine contre cette femme qui est un peu la tête de Turc et la cible préférée de tout le monde. À partir de là, Craig Gillespie, donc le réalisateur, décide de nous retracer cet événement, de nous peindre le portrait de Tonya Harding avec, comment dire, il fake un peu son biopic. Non pas qu'il prenne vraiment parti, mais en tout cas, il essaye de plus ou moins comprendre pourquoi cet acharnement, pourquoi la société américaine a trouvé une véritable tête de Turc en la figure de Tonya Harding. Et ça s'explique pour plein de raisons qu'on comprend très bien dans la construction du scénario qui est remarquablement ficelé et aussi par l'interprétation qui est juste complètement ouf de Margot Robbie.
On sait que Margot Robbie avait été quand même repérée dans le Loup de Wall Street, où elle avait un rôle très sexy, dont on s'en souviendra pendant des siècles, mais qu'elle avait été, comment dire, un peu happée par la machine à grosse prod, etc. Pour l'instant, elle n'avait pas fait ses preuves dans un gros rôle touchant, complexe, ouais, exactement d'Outsiders aussi. Et là, c'est vraiment, elle éclate aux yeux d'Hollywood, c'est vraiment son premier grand rôle et elle est en train de prendre un autre niveau dans sa carrière. Ouais. Le message qu'il y a derrière ce film, et c'est ça que je trouve extrêmement fort et surtout c'est extrêmement bien fait, donc on en arrive progressivement à se dire mais ouais, il a raison. C'est que Tonya Harding, c'était la battante. Elle s'est battue toute sa vie contre tout. Ce qui lui est arrivé, ce fait divers, est en fait une résultante de tellement de choses, elle en a pris tellement dans la gueule. Une femme battue par son mari, battue par sa mère jouée par Allison Janney, qui a d'ailleurs gagné un Oscar et qui est juste incroyable dans ce film, une mère diabolique, tyrannique. En fait, Tonya Harding vient d'une famille, c'est les vrais rednecks, les gros beaufs blancs américains. Et à partir de là, elle essaye de s'émanciper de ce milieu, de devenir championne malgré tous les coups que la vie lui met. Et peu à peu, malheureusement, ça dérape. Elle se trouve prise au piège par un truc qu'elle n'avait pas contrôlé dans ce fait divers. Et une fois que ça s'est découvert, c'est mis en lumière, forcément, tout le destin et la trajectoire de cette femme fait qu'elle sera la tête de turc préférée de l'Amérique. Et c'est ça qui est incroyable. C'est complètement fou de voir que ce film, c'est au final un tableau de la société américaine. C'est ça qui est intéressant. Et à travers ce biopic, il y va quand même fort et au lance-flamme sur la société américaine de l'époque, et ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et puis dernière chose, on a été sélectionné il y a de ça quelques jours par le Bordeaux Geek Festival en tant que... on est parmi les nommés, un peu comme aux Oscars, tout pareil, de la meilleure chaîne de critique cinéma. Donc on vous a mis un lien en description. Si vous nous aimez fort et que vous voulez voter pour nous, ça serait super cool parce qu'effectivement c'est un système de vote par clic et donc on aimerait beaucoup, on aime bien gagner les trophées et on veut repartir avec la statuette. Voilà, on espère que ça vous aura plu, que vous allez aller voir ces films si vous n'avez pas encore vu et surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, liker, partager et puis continuez de vous abonner. Salut. Ciao.